7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain samedi nous aurons un temps variable avec quelques belles éclaircies. Les températures se situeront entre 15 et 20 degrés. Samedi 20 août, nous fêterons les Bernards. Le soleil se lèvera à 6h29 pour se coucher à 20h33. Tout de suite sur Mosaïque, gros plan sur un accordeur de piano Jean-François Louis. Puis l'émission Entre les lignes accueille Bernard Zara pour son livre « L'avenir du droit local s'écrit en pointillé ». Excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Rendez-vous au 20e Salon Bio à Rohrbach-les Beach, les 26, 27 et 28 août. Au programme, plus de 100 exposants, des conférences, des animations et samedi soir à 23h, un grand feu d'artifice. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Ça n'a pas été facile au début parce que c'est un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. Donc 3 ans d'école à l'ITEM au Mans. Quand on ressort de ces 3 ans d'école, on accorde un piano, mais on ne maîtrise pas encore le geste. Donc l'accord n'est pas stable. Donc il faut après 4 ans, 5 ans d'expérience, vraiment d'accords réguliers, journaliers, pour pouvoir maîtriser en fait cette technique. Vous avez donc l'instrument qui est un instrument acoustique, donc avec des cordes en acier, du bois, de l'acier, et ce qui se passe en fait, c'est que vous avez les cordes en acier qui se détendent et le bois qui travaille avec les changements de température. Et donc, pour avoir l'instrument qui sonne juste, forcément, faut l'accorder. Vous avez tout le système mécanique qui est actionné donc par les touches. Donc le système qu'on peut voir aussi là-bas à l'arrière démonté, qui provient d'un autre piano que j'ai réparé. Et donc en fait, on va avoir donc les chevilles et les cordes. Donc des cordes filées en cuivre, puis des cordes en acier jusque dans les aigus. Dans les médiums aigus, on va avoir 3 cordes par note. Et à partir des basses, on va avoir plus que 2 cordes par note. Et dans les extrêmes basses, plus qu'une corde. Et donc en fait, c'est pour répartir le volume sonore sur l'équilibre et l'ensemble du piano. Pour accorder un piano, on a besoin d'une clé d'accord, très important. Moi, j'utilise un peigne en caoutchouc pour isoler des notes, parce qu'on a 3 cordes par note. Et donc, on va en isoler 2 pour en laisser sonner qu'une. Un coin en plastique, pour la même utilisation, mais pour les cordes aiguës. Très important, sans ça, on ne peut pas. Le diapason qui va nous donner la bonne tonalité. Donc, à savoir sur le La, 440 Hz, qui est la fréquence donc, de la note universelle pour accorder tous les instruments entre eux.
Parce que si on accorde un piano au La 442 et vous avez le guitariste ou le violoniste qui vient avec un La 440, ça va sonner faux. Et donc nous allons isoler à chaque fois 2 cordes et en laisser sonner qu'une seule. Voilà, donc là j'ai isolé donc ces notes. Là je n'ai plus qu'une seule corde qui va sonner sur chaque note dans une partition donnée. Et donc on va démarrer par la première note qui est le La. Donc je le mets dans les dents. Voilà, ça me fait vibrer donc les dents et j'entends bien donc le La 440. Donc maintenant on va en isoler plus qu'une. Et nous allons accorder donc la seconde par rapport à la première qu'on a accordée tout à l'heure. Et là, en fait, nous accordons les cordes à l'unisson, c'est-à-dire exactement la même note sur la même fréquence. Donc là, on a un jeu d'oreille, bien sûr, qui est important depuis le début, et surtout une action sur la cheville pour bien ce qu'on appelle caler la note. Vous prenez une guitare, il faut visser la cheville, dévisser. Le piano, c'est un peu plus complexe que ça. Vous avez donc derrière le cadre en fonte un sommier en bois. Vous avez une cheville donc, qui rentre dans ce cadre en fonte, donc la corde est attachée à cette cheville-là. Et ce qui se passe, c'est que si on visse ou on dévisse, la cheville tourne qu'à l'avant. Et nous, on a un certain coup de poignet à donner, un coup de main à donner pour pouvoir caler cette note et faire bouger toute la cheville dans le sommier. Et c'est ce qu'on appelle donc caler la note. Donc en exerçant des petites pressions sur la clé. L'oreille sait ce qu'elle doit entendre, mais il faut y arriver aussi donc avec le geste. D'où la difficulté donc de cet accord. Et les premières années, quand on cale la note, on y arrive pas bien au départ, donc il faut vraiment beaucoup d'expérience pour pouvoir réussir ce geste. Et plus les années passent, et plus on est à l'aise avec ce geste. Il suffit qu'une corde, par exemple sur les 3, bouge un petit peu ou soit un petit peu faussée pour que la note soit faussée. Le piano est bien réglé, accordé régulièrement, pas trop faux, en 45 minutes, c'est on va dire le minimum. Après, si le piano n'a pas été accordé depuis longtemps, donc il va falloir déjà plusieurs passages dessus. Et là, ça peut durer, sur le premier passage, on fait ce qu'on appelle un pinçage. Donc on accorde le piano sans la mécanique, donc on va devoir aller gratter les notes. Et là, ça peut prendre aussi 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'on le fait un peu plus rarement qu'un accord. Mais sinon, on va dire en moyenne 1 heure. La vraie règle, qui pourrait paraître commerciale, mais ce n'est pas le cas, le piano doit être accordé dès qu'il en a besoin. Donc si on prend maintenant l'exemple du piano qui est en clientèle, vous avez un enfant qui joue dessus, il va faire sa petite demi-heure, 3/4 d'heure par jour. S'il démarre le piano, on va l'accorder 1 fois par an. Maintenant, quand vous avez le pianiste qui joue déjà depuis 7 ou 8 ans, qui va jouer 1 heure, 1 heure et quart par jour, avec un jeu un peu plus technique, un peu plus poussé, là, on conseille tous les 6 mois. Et puis vous avez les pianos dans les écoles de musique, les conservatoires, les salles de spectacle qui demandent un accord à chaque prestation. Parce que là, il faut vraiment que ce soit accordé juste. Après, bon, il y a aussi le climat qui joue aussi. Si maintenant vous avez une différence de température, en plein hiver, vous avez coupure de chauffage, le piano, il va le faire sentir tout de suite. Période humide, période trop sèche, tout ça, ça peut jouer aussi sur l'accord du piano. Donc, on peut dire dès qu'il en a besoin, mais si on le fait 1 fois par an, c'est déjà très bien. Ce qui est très important, c'est quand on déplace un piano aussi, il faut le raccorder systématiquement.
En règle générale, 1 mois après, si maintenant on prend le cas, vous avez un piano, vous le faites accorder, vous devez déménager ou changer le piano d'endroit, et ben à ce moment-là, le piano, lui, va réclamer un accord 1 mois après en fonction de l'hygrométrie de la pièce. Le taux d'humidité dans l'air n'est peut-être pas la même dans une chambre que dans le salon. Et donc c'est vrai que là, le piano aura besoin d'un accord. Mais quand un piano n'est pas bien où il le fait sentir. Il sonne faux rapidement, donc c'est là qu'il faut intervenir. Le piano, comme dans les années 80-90, où c'était en plein boom, là on accordait vraiment beaucoup de pianos. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu descendu, mais comme on n'est pas beaucoup dans le secteur, il y a quand même du travail. Donc c'est bien. À la base, je suis guitariste donc, depuis l'âge de 10 ans et j'ai voulu tout simplement travailler dans la musique et mon idée de départ était d'être luthier guitare. Et quand j'ai commencé à travailler chez Musique François à Merlebach, en 1996, j'ai vu un piano démonté. Je ne savais pas que ça se démontait, je ne savais pas ce qu'il allait avoir à l'intérieur. Je suis tombé amoureux de l'instrument et donc j'ai changé d'orientation pour faire donc, accordeur, facteur de piano. Et du coup, j'ai toujours continué la guitare, je suis toujours guitariste, mais au niveau des réglages, des réparations, mon métier c'est donc l'accord de piano. Quand on est face à cet instrument, forcément, on se dit tiens, c'est fascinant. Des mémoires d'outre-tombe au droit local d'Alsace-Moselle, le parcours de Bernard Zara révèle son attachement à la transmission des valeurs. Le mémoire rédigé sur l'œuvre de Chateaubriand couronne son cycle universitaire. Maîtrise en droit public en poche, il s'oriente vers une carrière d'enseignant. Professeur certifié en droit et économie, il passionne ses étudiants depuis plus de 30 ans au lycée de la Salle à Metz et devient une référence en droit local. Pédagogue au travail comme dans la vie, il s'engage auprès des jeunes en menant des actions de mémoire et de citoyenneté, notamment la remise en état du cimetière juif de Ventoux. Il a dirigé 2 ouvrages sur le droit local. Le dernier, Le droit local tel qu'il le vive, balaie toutes les subtilités de ce particularisme bien régional d'Alsace-Moselle. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du droit local. Un peu d'histoire auparavant. Le droit local d'Alsace-Moselle est à la fois un héritage de l'annexion à l'Empire allemand en 1871, mais c'est aussi l'héritage du Concordat qui a été signé entre Napoléon et le Saint-Siège en 1801. Ce concordat n'a pas été abrogé lors de l'annexion allemande, ni par le retour des 3 départements en 1919. Bernard Zara fait intervenir 50 participants à ce travail d'information qui aborde toutes les particularités du droit local. Bernard Zara, bonjour. Bonjour. Alors régulièrement, certaines réformes nationales font bondir les défenseurs du droit local, à commencer par l'ouverture dominicale des commerces. Alors certains y sont favorables, d'autres sont farouchement contre. Alors que dit le droit local ? Que dire le droit local ? Effectivement, la première chose, c'est que la loi Macron sous l'ouverture des dimanches ne s'applique pas en Alsace-Moselle. Donc ce sont toujours des anciennes dispositions allemandes qui s'appliquent, avec un système complètement différent. Et c'est vrai que l'idée que l'on en a, c'est que les commerces en Alsace et en Moselle restent fermés le dimanche et les jours fériés. Alors que le droit local, à la limite, dit l'inverse, puisque le droit local propose l'ouverture de tous les commerces et du travail des salariés 5 heures les dimanches et les jours fériés. Et en fait, vous avez des dispositions particulières, des statuts locaux, des dérogations qui soit peuvent limiter cette ouverture, c'est ce qui se fait en Moselle, ou soit, dans certains cas particuliers,
peuvent autoriser l'ouverture sur une amplitude de 10 heures. C'est notamment dans les communes le cas des 4 dimanches avant Noël ou lorsqu'il y a une grande manifestation qui est organisée, une activité accrue. Donc là, le maire peut décider l'ouverture des commerces ces dimanches-là. Et puis vous avez une deuxième possibilité, c'est donc au niveau du département, c'est le préfet qui peut, pour satisfaire les besoins de la population, permettre également l'ouverture des commerces le dimanche. C'est ce qu'il fait pour les boulangeries. Alors quelle est la différence entre les salariés alsaciens et mosellans et les autres salariés sur l'ouverture du dimanche? Les dispositions, depuis l'année dernière, ont été assouplies. C'est-à-dire que maintenant, en Moselle, les dimanches et les jours fériés, vous avez des commerces alimentaires de 200 mètres carrés qui peuvent ouvrir, par exemple. Vous avez sur Metz la possibilité d'organiser des marchés. Donc il y a toute une série de dérogations, alors que jusqu'à peu de temps, même le commerçant sans salarié n'avait pas le droit d'ouvrir. Mais est-ce que les salariés sont payés de la même façon? Alors, ça c'est le grand problème. C'est-à-dire que la loi Macron dit, par rapport aux 5 qui sont passés à 12, que donc, les salariés seront payés double avec recompensateur. En Alsace, il y a eu un accord collectif territorial qui a été signé, qui permet également des majorations de 50 ou 100% pour les salariés qui travaillent. Sauf que la Moselle n'a pas signé cet accord, puisque le droit local ne prévoit pas de majoration. Et donc la Moselle, c'est le seul département de France où les salariés qui travaillent le dimanche ne sont pas payés double avec repos compensateur. Si je prends l'exemple des salariés qui travaillent dans les boulangeries qui peuvent ouvrir le dimanche, ils ne sont payés les dimanches que 20% de plus. Donc là, il y a peut-être une anomalie. Oui, une grande même, on dira. Autre débat cultuel, cette fois-ci, en faisant construire une mosquée à Ouapi, François Grosdidier a déclenché une tempête. Alors pour cause, l'islam n'est pas dans le concordat signé en 1801, qui ne tient compte que des cultes catholiques, protestants et israélites, et qui n'a pas prévu les mouvements migratoires qui ont eu lieu plus tard. Aujourd'hui, quelle tournure prend ce débat? Alors vous l'avez dit en préambule, la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État ne s'applique pas en Alsace-Moselle. C'est toujours le concordat, des articles organiques, certains textes différents qui font que le culte catholique, les 2 cultes protestants et les cultes israélites font partie de la sphère publique. Ce qui veut dire que les autorités étatiques interviennent dans la nomination des prêtres, des pasteurs et des rabbins, et qu'en contrepartie, ces ministres du culte ont un traitement, un logement et une retraite. Cela dit, pour les cultes qu'on dit non reconnus, comme le culte musulman, il y a tout de même des dispositions particulières en Alsace et en Moselle, à savoir qu'ils sont régis par le système des associations de droit local, ce qui fait que le culte musulman peut recevoir de dons et des legs de façon illimitée, et surtout, puisque l'article 2 de la loi de 1905 ne s'applique pas, les collectivités locales peuvent tout à fait subventionner ces cultes. Et donc, la commune de Voipy, comme la ville de Strasbourg, peuvent tout à fait financer la construction des mosquées ou d'autres lieux de culte non reconnus. Alors on peut aussi évoquer les jours fériés. Les jours fériés ont été instaurés uniquement dans les communes où il y avait un temple protestant. Et finalement, après, ça s'est étendu à toutes les communes. Comment se fait? La première particularité des jours fériés d'Alsace-Moselle, c'est que tous les jours fériés sont des jours fériés chômés légaux. Alors que dans le reste de la France... Je parle des jours fériés, donc alors, après ce qui fait que Noël dans le reste de la France, il n'y a qu'un jour férié chômé, c'est le 1er mai. Donc, les salariés ne travaillent pas, ils sont payés. Mais la deuxième particularité, c'est qu'on a 2 jours fériés supplémentaires. Voilà. Le lendemain de Noël, le 26 décembre, et le vendredi saint. Le vendredi saint, attention, parce qu'on fait parfois des raccourcis, dans les communes où il y a un temple protestant ou une église mixte. Et là, effectivement, la réglementation peut devenir un peu compliquée. Autant en Alsace, les usages font que le vendredi saint est un jour férié pour tout le monde, autant en Moselle, où on applique la réglementation stricte, on peut aboutir parfois à des situations aberrantes. C'est-à-dire que pour l'industrie, tout à fait, les salariés de l'industrie travaillent ou ne travaillent pas en fonction donc, du temple. Donc un salarié qui travaille dans une industrie, dans une commune où il n'y a pas de temple, c'est un jour normal de travail. Pour celui qui travaille dans une commune où il y a un temple, c'est un jour férié. Pour le commerce,
Il y a eu un amendement en 89, c'est ce qu'on appelle l'amendement Masson, qui dit que le préfet peut décider l'ouverture ou la fermeture des temples, des commerces, temples ou pas temples. Et donc depuis 90, on a toujours décidé donc la fermeture des commerces, mis à part quelques petites exceptions. Mais cela n'enlève pas le problème de la rémunération. Et la rémunération sera fonction du temple. Donc même si parfois le commerce est fermé, le salarié ne sera pas forcément payé ou lui on demandera de récupérer les heures parce qu'il est dans une commune où il n'y a pas de temple et donc théoriquement ce n'est pas un jour férié. Autre débat qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la complémentaire santé qui va être donc obligatoire pour les entreprises. En quoi est-ce que ça peut mettre en cause l'assurance maladie locale? Alors, comme dans beaucoup de sujets en droit local, on fait l'autruche, on attend le statu quo et après tout d'un coup, je dirais que ça explose à la figure parce qu'on n'a pas pris le temps d'accompagner le droit général. Alors, effectivement, ce qu'on oublie de dire, c'est que le système des complémentaires santé obligatoires de droit général en Alsace-Moselle ne s'appliquera que le 1er juillet, alors que, je dirais, toutes les mutuelles font déjà le forcing pour faire signer les entreprises à partir du 1er janvier. Le système, donc, local d'assurance maladie, c'est un système qui se rajoute au système général. C'est-à-dire que lorsqu'on est remboursé à 90 ou à 100%, puisqu'on est mieux remboursé, vous avez une partie qui est déjà remboursée par le régime général. Hein, et donc là, il y a une cotisation effectivement de 0,75. Par exemple sur 60%. Pour les 30 ou 40% restants, c'est la surcotisation de 1,5 sur la totalité du salaire brut qui permet d'avoir la compensation. Et donc, ce système, effectivement, fait que c'est un système autorégulé, donc la partie locale, donc le régime local est toujours équilibré. Mais c'est parce que c'est un système d'autorégulation. C'est un système contributif parce qu'il est à la charge uniquement de l'assuré. Et donc, pour certains assurés qui ont des revenus modestes ou qui ne sont pas imposables, ils ne payent pas la surcotisation et ils sont remboursés à 90-100%. Très intéressant. Mais plus vous avez des revenus importants, plus le 1,5 est important et plus vous payez. Mais ça, c'est, je dirais, le système de solidarité de droit local qui existe. Alors, le problème, c'est la mise en place de la complémentaire santé obligatoire. On se rend compte que ce qui existe avec le régime local couvre à peu près 70% du panier de soins de la complémentaire santé obligatoire. Uniquement à la charge du salarié. Sur les 30% restants, normalement, il y a moitié pour l'employeur, moitié pour le salarié. Donc on se rend compte, grosso modo, qu'en Alsace-Moselle, le salarié va payer 85% d'un panier de soins qui, dans le reste de la France, est pris à 50% pour le salarié, 50% pour l'employeur. Donc là, on est à mon avis dans une impasse parce que faire comme l'instance de gestion du régime local, participer l'employeur, risque de modifier le régime local. Or, le Conseil constitutionnel a dit qu'il fallait garder ce qui était, mais on ne pouvait pas modifier le droit local. Alors il y a beaucoup d'autres spécificités du droit local, notamment en ce qui concerne certaines professions. Alors notamment par exemple les boulangers. Il y a une spécificité vis-à-vis des boulangers. Oui, j'aime bien cette spécificité-là, d'autant plus que la souplesse concernant l'ouverture vient de mon quartier, Sablon. Et donc dans les années 60-70, effectivement, il y a un boulanger qui avait décidé de fabriquer du pain frais et de le vendre le dimanche. Alors il a reçu quelques pavés dans sa vitrine au départ, et donc il y a eu un arrêté préfectoral qui autorise en Moselle, seulement en Moselle, la fabrication et la vente de pain frais les dimanches et les jours fériés. Donc, alors, il y a cette spécificité que dans le reste de la France, ça peut se produire aussi, mais le préfet demande la fermeture dans un autre jour de la semaine. Donc la Moselle est le seul département de France où les boulangeries peuvent rester ouvertes 7 jours sur 7. Les notaires. Les notaires, alors les notaires comme les huissiers de justice, bon, la particularité c'est la non-vénalité des charges, hein, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas leurs charges, donc il y a un concours, et c'est le ministre de la Justice donc, qui les nomme
au poste de notaire ou d'huissier de justice. Alors les officines, les pharmacies, c'est réglementé également. Il y en a... Donc on va dire que c'est un numerus clausus pour créer une pharmacie, donc on protège davantage les pharmacies qui sont en place. Voilà. Alors les Alsaciens et les Mosellans sont très attachés au droit local, qui reste une curiosité dans le paysage juridique national. Jean-Marc Wörling s'interroge sur l'avenir du droit local. Écoutez. Voilà ce que dit Jean-Marie Wörling, président de l'Institut droit local alsacien-mosellan. Jusqu'à une période récente, le droit local semblait solidement installé dans le paysage juridique alsacien-mosellan. Les sondages d'opinion montraient un attachement extrêmement fort de la part des populations concernées à l'égard de ce particularisme juridique. Dans les 20 dernières années, le droit local s'est modernisé, comme l'illustre l'exemple de l'informatisation du livre foncier. Nos élus locaux affirment régulièrement leur engagement pour garantir la sauvegarde de ce droit local, de plus en plus perçu comme une expression de l'identité régionale et comme un témoignage de son histoire. Il rajoute « Mais en quelques années, le vent a tourné et les craintes pour l'avenir du droit local se sont multipliées. Les perspectives de pérennisation du droit local paraissent compromises alors que des règles de droit local, considérées jusqu'ici comme exemplaires, sont de plus en plus fortement mises en cause. » Le droit local, c'est une survivance juridique. Alors, quelles sont les limites du droit local? Les limites du droit local dans son avenir, c'est, je pense, une fragilisation qui vient à la fois du nouveau découpage régional, puisque vous avez, à titre d'exemple, des cours d'appel qui vont être fusionnées. On pense que la cour d'appel de Metz peut disparaître. Vous avez l'idée, là aussi, de créer des pôles judiciaires, notamment en matière commerciale. Et donc, si un pôle judiciaire venait à se créer à Nancy, la spécificité des tribunaux de commerce avec l'échevinage risquerait de disparaître. Mais je pense que la crainte essentielle est venue des décisions du Conseil constitutionnel, puisque maintenant, dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité, on peut saisir le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, dans différentes décisions, notamment une décision importante de 2011, a considéré que le droit local était provisoire, qu'il ne pouvait plus bouger. Et certains disent que le droit local n'est plus voué à survivre. Le droit local est voué à disparaître. Et est-ce que le droit local peut évoluer malgré tout? Non, le droit local, la seule évolution, c'est soit d'être supprimé, soit d'être harmonisé avec le droit général. Est-ce qu'on peut dire qu'il est anticonstitutionnel, le droit local? Non, alors justement non. Là aussi, le Conseil constitutionnel a dit qu'il est tout à fait constitutionnel. On ne pourrait pas le remettre en cause, par exemple, en arguant le principe d'égalité, le fait que tous les Français doivent être traités de la même façon, mais donc le Conseil constitutionnel a posé certaines limites. Alors il y a aussi une décision qui a été très, très importante, c'est celle sur le régime des cultes d'Alsace-Moselle, puisque le Conseil constitutionnel, pour la première fois, a donné une définition juridique constitutionnelle de la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, la liberté de conscience, le fait de ne pas reconnaître des ministres de culte et de ne pas rétribuer des ministres du culte. Ça, c'est la nouvelle définition de la laïcité. Et que le régime des cultes d'Alsace-Moselle ne répondait pas à cette définition. Donc, il a dit clairement que nous n'étions pas laïcs, mais pour autant, le régime des cultes n'est pas contraire à la Constitution, puisque les constituants de 1946 et de 1958 n'avaient pas décidé de remettre en cause ce régime-là. Alors le droit local, c'est vrai qu'on avait le sentiment quand même qu'il était en avance sur son temps. Est-ce qu'il est devenu archaïque aujourd'hui? On n'a pas su, à mon avis, accompagner les évolutions. Alors effectivement, au départ, il avait un siècle d'avance sur notamment les codes napoléoniens, puisqu'il datait de 1900, et il était effectivement supérieur, que ce soit au niveau de la faillite civile, au niveau de l'échevinage des tribunaux de commerce, au niveau des dispositions sociales. Bon, mais le droit général, finalement, l'a rattrapé et l'a même dépassé. Un pronostic sur la disparition du droit local? Alors, certains voudraient que
le droit local soit inscrit dans la Constitution, ce qui permettrait donc de le maintenir. Mais très honnêtement, je n'ai pas dit que le droit local disparaîtrait demain. Mais je pense qu'on peut très fortement avoir des craintes sur l'avenir du droit local. Bernard Zara, voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci, Merci. d'être venu. Donc je rappelle que votre livre est édité aux éditions Métis, le droit local d'Alsace-Moselle tel qu'ils le vivent. On peut le trouver dans toutes les librairies. Oui, et sur Internet. Donc il y a plus de 55 participants, principalement des Mosellans. Donc c'est un ressenti de personnes donc dans la façon dont ils l'appliquent. Et tous les droits d'auteur sont reversés à des actions humanitaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et merci de nous avoir suivis.